Alors, bonsoir et bienvenue à tous. On va débuter avec la prière d'ouverture. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Comme d'habitude, vous laissez vos micros fermés à moins que vous interveniez. Si vous l'oubliez, je vais le fermer, puis c'est pas grave. Si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, vous l'ouvrez. Alors, on a fait la prière. On était la semaine dernière, on a couvert la 11e étape. Et on a fait le tour un peu du document, du texte dans le gros livre. Et ce soir, ce que je voulais voir avec vous autres, voir ce qui restait pour la 10e, 11e, dans le fond, j'ai fait comme un plan de ces deux étapes-là en une seule page. Alors, c'est intitulé, c'est à la page 45 dans le document que vous avez reçu. C'est intitulé « Le mode de vie au quotidien ». Est-ce que vous avez ça? Ou la plupart? Vous l'avez bien reçu? Oui? OK. Je vais quand même partager mon écran pour ceux qui ne l'auraient pas pour le moment. Attendez-moi un peu, j'ai toujours écran partagé. Voilà. On va aller partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Guylaine, on le voit-tu correct? Numéro 1, Jocelyne. OK. Attends, ton micro est fermé, Guylaine. Il y a des codes, c'est ton fichier Word. Ah, comme d'habitude, ben oui. Excusez-moi. On va arrêter ça. Je vais aller voir. Guylaine, elle n'aime pas ça quand j'affiche mes codes. Elle a bien raison, remarque. Fait que je vais aller voir. Tout du gros livre, PDF. Ça ne sera pas long. On va y arriver. OK, on va être là. On va mettre ça ici. Ça va être petit si je fais ça comme ça. Je ne sais pas comment faire pour fermer ça, cette patente-là. OK, ça va être mieux comme ça. C'est beau. Fait qu'on va faire une reprise. Partager. Voilà. OK. Alors, voici dans le fond, ça, ce que je vous présente ce soir, c'est une façon de travailler avec la 10e, 11e. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire des photocopies, puis chaque page peut vous servir pour une semaine. Dans le fond, l'idée, c'est que pour chaque instruction qu'il y a là, mettons qu'on est mardi aujourd'hui, on est rendu à mardi. Alors, le soir, avant de me coucher, je vais regarder, est-ce que j'ai fait ma prière du matin? Et si oui, je vais indiquer un oui ou je vais cocher, c'est comme vous voulez. Là. Je vais marquer, vous pouvez indiquer oui ou non si vous ne l'avez pas fait. O pour oui ou N pour non. Donc, si vous l'avez fait, vous indiquez O. Puis si vous ne l'avez pas fait, vous mettez un N. Et pour chaque instruction, vous faites la même chose pour la journée que vous couvrez, dans le fond, avec ça. Donc, ça peut servir pour faire votre inventaire du soir, tout ça. Donc, les instructions qu'on a, on a la prière du matin. On a un exemple des prières du matin à la page 98, quand je mentionne les pages, c'est les pages du gros livre, bien sûr. Donc, si on va voir à la page 98, la prière qui est mentionnée là, c'est la prière qui dit, un petit peu,
Un petit peu. C'est que, il y a différentes prières dans le haut de la page 98. Nous demandons d'abord, ça commence peut-être à la page précédente, c'est ça qui me mêlait. Là. Nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement, comme de tout mobile, malhonnête ou égoïste. Donc, ça en est une. Il y en a d'autres. Vous avez certainement des prières que vous utilisez actuellement. Vous utilisez la prière qui vous convient à ce moment-là. Donc, ensuite, on parle de dévotion matinale. C'est que dans le gros livre, il parle des dévotions matinales. C'était surtout pour les gens qui sont membres d'une religion organisée, qui ont des choses, des lectures matinales à faire, puis une méditation matinale. Donc, ça peut inclure là-dedans, vous pouvez inclure vos lectures quotidiennes. Ensuite, on nous dit dans le gros livre de définir notre plan d'action pour la journée. Donc, on pense à la journée qui s'en vient, puis ce qu'on a à faire dans la journée. Puis on demande à Dieu de nous éclairer. Puis en cas d'indécision, on demande à Dieu de nous donner l'inspiration, l'intuition qui nous fera prendre la bonne décision. Et on conclut notre période de méditation-prière avec une prière pour terminer. Donc, il y a des exemples aussi au dernier paragraphe de la page 98. Ça va-tu? As-tu des questions jusque-là? Là? Je ne passerai pas beaucoup de temps parce qu'on a tout vu ça la semaine dernière. Donc, si vous avez des questions, là, je ne vous vois pas tout en même temps parce que j'ai l'écran partagé. Est-ce que si vous avez des questions, commencez à parler après avoir enlevé avoir ouvert votre micro. Pas de questions? OK, on continue. Donc, on a fait la partie du matin. Dans la journée, qu'est-ce qu'ils nous disent en 10e et 11e étape durant la journée? Ils nous disent de rester vigilants pour éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Et aussi, s'il y a lieu, c'est-à-dire que si j'ai vu que j'étais égoïste, malhonnête, ou j'ai fait du ressentiment, ou j'ai eu peur, ils disent, demande à Dieu tout de suite de t'en délivrer. En parler avec quelqu'un, si nécessaire, bien sûr, des fois, c'est pas important, puis on passe celui-là. Puis, au besoin, on présente des excuses si j'ai causé du tort à quiconque. Puis, ensuite, on dit de penser à une personne que je pourrais aller aider. Donc, ça, c'est durant la journée. Si je m'aperçois que, dans le fond, moi, c'est quand il y a une perturbation. Je vais faire ce genre de truc-là. Ensuite, on nous dit que l'amour et la tolérance envers les autres, c'est notre code. Et on demande, est-ce que le souci de la volonté de Dieu est présent dans mon esprit et s'est manifesté dans toute ma conduite? On nous dit aussi de répéter souvent, mon Dieu, que dois-je faire pour te servir le mieux possible? Que ta volonté soit faite et non la mienne. On nous suggère aussi de nous rappeler sans cesse que je ne dirige plus le spectacle. Puis aussi de faire une pause si je suis agitée ou dans le doute pour demander à Dieu d'avoir la bonne pensée ou la bonne action. Puis ici, j'ai ajouté une note en cas de perturbation importante ou récurrente. On peut faire un inventaire de la situation dès que possible. Donc ça veut dire on regarde nos étapes 1 à 9. Donc, est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire dans cette situation-là? La première étape, est-ce que je suis impuissante devant ça? La deuxième étape, est-ce que je crois que Dieu peut me rendre la raison? La troisième, je confie le problème. La quatrième, je vais faire un inventaire parce que si je suis perturbée, il est fort probable que j'aie du ressentiment ou de la peur ou peut-être de la culpabilité. Donc, je vais faire un genre de quatrième étape abrégée. Et ensuite, je vais en parler à quelqu'un si c'est nécessaire. Puis, pour les défauts de caractère, je vais demander à Dieu de m'en libérer. Puis, si j'ai une amende à faire, je vais me préparer à la faire. Ça va-tu pour les instructions pour la journée? Des commentaires, des questions?
S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, on va continuer, on va terminer ça par la soirée. Le soir, puis là, j'ai marqué au besoin, si je veux, je peux élaborer plus par écrit. Donc, le soir, ce qu'on nous dit, c'est comme, dans le fond, ici, c'est un peu un genre de mini quatrième étape. Donc, l'inventaire quotidien, c'est une mini quatrième. Donc, on demande, est-ce que j'ai éprouvé du ressentiment? Puis le ressentiment, là, c'est pas juste de la haine, de la colère, de la grosse colère. Ça peut être de l'irritation ou de l'impatience. C'est aussi une forme de ressentiment. Ai-je éprouvé de la peur? Ai-je été égoïste ou égocentrique? Ai-je pensé à moi la plupart du temps? Ça va ensemble. Ai-je été malhonnête? Ai-je cherché à être utile aux autres? Ai-je cherché à apporter quelque chose dans la vie? Ai-je été bon et bienveillant avec chacun? Ai-je fait du tort à quelqu'un? Est-ce que je dois des excuses à quelqu'un? Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu mieux faire? Ai-je gardé quelque chose qui devrait être discuté tout de suite avec une autre personne? Et on termine par les prières du soir. Puis un exemple à la page 97. Alors, ça termine l'inventaire de la journée et du soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des commentaires? Je vais arrêter le partage. Comment je fais pour arrêter ça ici? OK. Donc, questions ou commentaires? Non? C'est bon? Oui, moi. Oui, vas-y. Le soir, là, une fois qu'on a noté tout ça, on fait quoi après, là? Ben, on fait quoi après? Ouais. Si ça règle tu sais, ça termine ton processus de la journée. OK. OK? Il n'y a pas d'autre chose à faire. À moins, comme je disais, que tu veuilles élaborer un peu plus. Si tu as des choses qui sont plus importantes qui se sont passées dans la journée, bien, tu peux faire, comme je disais, un mini-inventaire un peu plus élaboré. OK? Bon. Il n'y a pas autre chose à faire dans le quotidien. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours, dans le fond, dans le mode de vie au quotidien, 10e, 11e, ce qui est important, c'est le contact conscient avec Dieu. Essayer de garder le plus possible un contact conscient avec Dieu, se rappeler le plus souvent possible de faire une prière ou une pensée, puis essayer d'éviter le ressentiment, puis l'apitoiement, puis la peur. C'est les ennemis pour l'alcoolique. Alors, garde ça en tête que c'est pas bon pour nous autres. Puis on le sait, quand on fait ça, on finit par... on vient pas bien rapidement quand on est dans ces sentiments-là. Là. Tu sais, quand on fait du ressentiment, on ne file pas bien. Quand on fait de l'apitoiement, on n'est pas bien non plus. Quand on est dans la peur, non plus. C'est d'essayer de sortir de ça le plus rapidement possible. Puis l'inventaire du soir, ben, c'est pour aller voir est-ce que j'ai fait ça durant ma journée. Des fois, quand on s'en rend pas compte sur le coup, au courant de la journée, le fait de faire un inventaire le soir nous permet idéalement de voir ça, puis d'aller justement faire le tour de la question un peu avant de s'endormir, puis essayer de voir comment on pourra faire mieux la prochaine fois. OK? Ça va-tu? OK. Donc, on aurait terminé la 10e et la 11e étape, puis on serait rendu à la 12e étape. Là, on retourne dans le gros livre et on va OK, ça, à la page 101. Là, c'est vrai, j'ai perdu ma lectrice. Hélène a autre chose le mardi soir. Elle a commencé à travailler, puis elle a un rendez-vous avec une amie que je suis à tous les mardis. Donc, elle ne peut pas être avec nous. Alors, qui voudrait faire de la lecture? Je vais demander des volontaires.
pas obligé de le faire tout le temps, là. Oui, Daniel a levé la main. Vas-y. Fait qu'on va commencer. On va commencer à la page 101. Tu vas lire le premier paragraphe. Un paragraphe à la fois, puis je fais les commentaires au fur et à mesure. Donc, au secours des autres. Oui, Daniel, ton micro n'est pas ouvert. Alors, au secours des autres, c'est bien sûr, c'est la 12e étape. La 12e étape, c'est pour quelqu'un qui arrive dans l'alcoolique anonyme, puis c'est aussi pour quand tu veux parrainer ou marrainer quelqu'un. Ce chapitre-là va t'aider. OK? Il va te donner des instructions, la façon de faire. C'est bien sûr que vous allez le voir dans le texte, ça a été écrit en 1938. Alors, la façon de faire dans ce moment-là, il n'y était pas beaucoup de membres. Puis, il n'y avait pas tout, comment je dirais bien ça? Le mouvement n'était pas étendu comme il est aujourd'hui. Le mouvement n'était pas connu. Il fallait qu'il aille chercher les alcooliques quasiment dans les bars. Tu sais, il n'y avait pas des bars. Il avait essayé ça au début, puis ça ne marchait pas très bien. Il allait les chercher dans les hôpitaux, la plupart, où il demandait à des ministres du culte ou des médecins s'ils connaissaient des alcooliques qui pouvaient avoir besoin d'arrêter de boire. C'est comme ça qu'il allait chercher les prospects pour Alcooliques Anonymes. Donc, il faisait, aujourd'hui, on nous dit on ne fait pas de la réclame, on fait de l'attrait plutôt que la réclame. Mais dans ce temps-là, il allait au-devant des gens, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'était pas, le contexte était très différent. Ça fait qu'on voit ça un peu partout dans le texte de ce chapitre-là. Alors, il faut garder ça à l'esprit, puis voir, j'essaierai de vous mentionner les endroits où, comment on fait ça différemment aujourd'hui. Alors, si tu peux commencer, Daniel? Bien sûr. Alors, au secours des autres. L'expérience démontre que rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensivement auprès d'autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là où d'autres sont inefficaces. C'est notre 12e suggestion. Transmettez ce message à d'autres alcooliques. Vous pouvez être utile là où personne d'autre ne peut réussir. Vous pouvez gagner leur confiance quand d'autres n'y parviennent pas. N'oubliez pas qu'il s'agit de grands malades. Vous trouverez un sens nouveau à la vie. Excuse. Un paragraphe. Merci. Alors, rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensivement auprès d'autres alcooliques. Ce n'est pas le travail sur soi, travailler sur toi qui va t'immuniser contre l'alcool. Ça va être le travail auprès des autres alcooliques. Pourquoi ça va faire ça? Bien, il y avait, entre autres, le docteur Bob qui expliquait, il donnait des raisons pour lesquelles il faisait du travail de 12e étape. Je les ai notés, vous allez les avoir dans le texte que je vais mettre sur le site après. Là. Lui, il disait qu'il faisait ça par plaisir et par sens du devoir. Et ça lui permettait aussi de payer sa dette envers la personne qui a pris le temps de lui transmettre le message. Et aussi parce que chaque fois qu'il aidait quelqu'un, il se prémunissait davantage contre une rechute. Puis moi, j'ajoute que ça permet d'approfondir ce mode de vie-là quand tu essaies de le transmettre. Ce que je fais, moi, c'est c'est sûr, j'essaie d'aider le plus possible, mais c'est aussi parce que je sais que moi, ça m'aide aussi en le transmettant. Ça m'aide à l'approfondir, puis des fois, par vos questions ou par vos commentaires, ça m'aide à voir autre chose aussi. Ça fait que j'apprends toujours à travers ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, on va continuer avec l'autre paragraphe. Vous trouverez un sens nouveau à la vie. Voir des gens se rétablir et apporter de l'aide aux autres, ne plus connaître la solitude, voir grandir un groupe autour de vous, avoir une foule d'amis, voilà une expérience à ne pas manquer. Nous croyons que vous ne voudrez pas laisser passer cette chance. Le contact fréquent avec les nouveaux et les autres, c'est ce qui illumine notre vie. Peut-être ne connaissez-vous pas. C'est bon. Alors, ce paragraphe-là, ce sont des résultats qu'on peut attendre de la 12e étape. OK?
Donc, ça va être, je vous ai dit pourquoi le docteur Bob le faisait, puis ma façon de voir ça aussi, mais il y a ces résultats-là qu'on peut attendre de ce partage-là avec d'autres. Là, on va passer le paragraphe suivant, on ne le lira pas parce que justement, c'est la façon que je cherchais les nouveaux, comme je vous expliquais, qui s'adressaient aux hôpitaux. Mais là-dedans, une phrase, à peu près dans le milieu du paragraphe, qui dit « Ne vous présentez pas à la manière d'un évangéliste ou d'un réformateur. » Quand on s'adresse à des nouveaux ou à des gens qui ne connaissent pas le mode de vie, on n'est pas des évangélistes puis des réformateurs. OK, on va continuer à la page 102, le premier paragraphe complet, lorsque vous découvrez. Donc, attends un peu, excuse-moi. Oui. Lorsque vous découvrez un candidat pour les alcooliques anonymes, un candidat, où c'est qu'on trouve les candidats? Dans les salles de meeting. Dans les salles de meeting. Les nouveaux qui arrivent, on peut les spotter d'habitude. Hein? Ben, quand il arrive un nouveau, allez au-devant du nouveau. Allez les voir. Laissez-la pas tout seul dans une salle. Puis, essayez de le faire sentir le bienvenu. Puis bon, tu sais, il y a pas laisser un nouveau dans une salle tout seul. C'est bien important. Puis, vous seriez surpris de voir que si tu es une personne qui va accueillir le nouveau, qui t'intéresse à lui, à ce qu'il a à dire, puis pourquoi il est là, tu peux y aider beaucoup, puis tu peux même lui offrir tes services pour l'aider. Lui offrir ton numéro de téléphone. N'attendez pas que le nouveau vous demande son numéro de téléphone. Offrez-lui votre numéro de téléphone et demandez-lui le sien pour vous autres l'appeler. Si on attend que le nouveau nous appelle, des fois, on peut attendre bien longtemps. Ils sont gênés. Ils ont peur de déranger. Toi, normalement, après un certain temps, tu devrais avoir moins peur de déranger. C'est que tu es capable d'appeler le nouveau. OK? Vas-y, Daniel. On est rendu à quel... Lorsque vous découvrez un candidat pour les alcooliques anonymes, tâchez d'en savoir le plus possible à son sujet. S'il n'a pas l'intention de cesser de boire, ne perdez pas votre temps à essayer de le convaincre. Vous pourriez ruiner une chance éventuelle d'y parvenir. Ce conseil vaut également pour les familles de ces alcooliques. La famille doit faire preuve de patience en ne perdant pas de vue qu'elle a affaire à un être malade. C'est ça. Donc, s'il n'a pas l'intention, s'il arrive puis qu'il vous dit, il arrive dans la salle, oh, je suis juste venu voir. OK, c'est beau, assis-toi puis écoute. Tu ne peux pas les forcer à arrêter de boire. Tu sais, on ne peut pas arrêter personne. Dans le fond, il faut qu'il ait le désir d'arrêter de boire, c'est bien sûr. Ici, il parle de la famille. Nous, dans l'alcoolique anonyme, maintenant, on a rarement affaire avec la famille. Sauf s'il arrive au meeting et qu'il est accompagné de son conjoint. Mais on n'ira pas dire à la famille ou au conjoint quand il arrive avec l'alcoolique potentiel qu'il doit faire preuve de patience. Je ne pense pas que ça se dit pour ça. Plus maintenant. Peut-être qu'il disait ça dans le temps, là, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. OK, tu peux continuer l'autre paragraphe. S'il manifeste une quelconque intention de cesser de boire, ayez un entretien sérieux avec la personne qui s'intéresse le plus à lui, généralement sa femme. Tâchez d'avoir une idée de son comportement, de ses problèmes, de son passé, de la gravité de sa condition et de ses penchants religieux. Ces renseignements vous seront nécessaires si vous voulez vous mettre à sa place et voir comment vous aimeriez qu'il vous aborde si les rôles étaient inversés. Alors ici aussi, ça se réfère plus dans le temps, quand il abordait par l'hôpital, il demandait à rencontrer la famille, puis il leur parlait avant de rencontrer le candidat potentiel. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Donc, on ne prend pas d'entretien avec la personne qui s'intéresse à lui. Mais on peut essayer, quand on va lui parler pour la première fois, avoir une idée de qu'est-ce qui l'amène à l'alcoolique anonyme. Tu sais. Puis un peu de la gravité de sa condition. Donc, ce qui est important, c'est ses problèmes. Essayez de voir c'est quoi ses problèmes. Son passé, peut-être que j'en parlerai pas tout de suite. Mais la gravité de sa condition.
où c'est qu'il était rendu. Pourquoi tu es ici? Tu avais un problème à l'alcool, ça se manifestait comment? Ça se demande. Puis aussi, ben, tu peux, si tu as le temps, durant le meeting, on n'a pas le temps toujours de faire des longues conversations parce qu'il y a toujours du monde qui passe et qui donne la main avant le meeting. Là. Fait que, mais à la pause, puis à la pause, s'il s'est présenté avec un jeton du nouveau, il ne sera pas laissé tout seul bébé à la pause. Mais après le meeting, essaye de le voir. Puis d'essayer de le faire parler, puis de parler de toi aussi. L'autre paragraphe, ils disent la première phrase, déjà là, ça ne part pas bien. Il est préférable d'attendre qu'ils prennent une autre cuite. On ne fait pas ça maintenant. On n'essaye pas d'attendre qu'ils prennent une autre cuite. C'est juste s'il dit qu'il ne veut pas arrêter de boire, il veut juste de l'information, mais là, on va le laisser tranquille, c'est bien sûr. Mais s'il y a le désir, si on voit qu'il y a un désir d'arrêter de boire, le moindrement, on n'attendra pas qu'il y ait une autre cuite. On va aller au milieu du paragraphe, quand ils disent « Laissez alors un membre de sa famille ou un ami lui demander s'il désire renoncer à boire pour de bon et s'il est prêt à tout pour y arriver. » Ça, je te dirais, on ne demande plus à un membre de la famille ou à un ami de lui demander ça. C'est que si la personne, moi ça, je vois ça, si la personne te demande de l'aide, te demande d'être son parrain ou te demande de l'aider, tu peux lui demander, veux-tu vraiment renoncer à boire? Es-tu prêt à arrêter de boire? As-tu le désir d'arrêter de boire? C'est ce que ça prend comme minimum. On ne demandera pas s'il y a un désir sincère, parce qu'au début, quand on arrive dans le Alcoolique Anonyme, on n'a pas toujours un désir sincère d'arrêter de boire. Moi, je sais bien que je n'avais pas le désir sincère d'arrêter. Je suis arrivée à A pour voir comment ça que mon mari avait arrêté. Puis quand j'ai vu que peut-être si j'arrêtais, je pourrais être heureuse, bien, ça m'a donné le goût d'essayer. Mais je n'avais pas le désir d'arrêter vraiment. J'avais juste le désir d'être heureuse. J'avais le désir d'avoir ce que vous aviez. Donc, c'est ça. Donc, mais on peut demander à quelqu'un s'il a envie d'arrêter de boire. Puis, s'il dit oui, bien, es-tu prêt à tout faire pour y arriver? Ça peut se demander. Moi, je sais bien que quand quelqu'un me demande de le marrainer, une femme me demande de le marrainer, je vais lui demander. Je vais lui poser ces deux questions-là. Puis ici, vous remarquerez qu'ils ne disent pas « Es-tu prêt à arrêter de boire juste pour aujourd'hui? » On entend ça des fois dans « Ah, tu arrêtes de boire juste pour aujourd'hui, juste une journée à la fois. » C'est sûr que tu vas le vivre une journée à la fois. Mais as-tu envie d'arrêter pour de bon? Pour de bon, ça veut dire pour de bon. Ça ne veut pas dire juste pour aujourd'hui. Alors, s'il est prêt à tout. S'il répond oui, je devrais alors lui parler de moi à titre d'alcoolique qui s'est rétabli. OK? Ensuite, l'autre paragraphe, s'il dit s'il ne veut pas vous rencontrer, ne vous imposez pas. C'est ça. Si la personne n'a pas envie de votre aide, on ne s'impose pas, on ne force pas. Ensuite, on va aller plus bas dans la page. L'avant-dernier paragraphe, les 3 dernières lignes, ils disent « Tâchez d'établir le contact avec lui, avec le prospect, alors qu'il est encore ébranlé. Déprimé, il sera plus réceptif. » Donc, mettons, la personne arrive à Alcoolique Anonyme, tu lui offres ton aide, tu lui donnes son numéro de téléphone, puis tu dis « Si tu veux, on va se rencontrer, puis on va pouvoir se parler un peu plus. » Tu lui offres une première rencontre dès la première fois qui arrive dans Alcoolique Anonyme. Puis ils disent déprimé sera plus réceptif. C'est sûr que quand t'es. Dans le fond, tu arrives à Alcoolique Anonyme parce que tu as atteint un bas fond, habituellement. OK? Puis vu que tu as atteint un bas fond, tu es réceptif à une solution. Tu as envie d'une solution. C'est pour ça que c'est le temps de l'approcher, puis le temps de lui expliquer un peu comment le programme fonctionne, comment il peut se rétablir. Donc, plus mon besoin est grand, plus je vais avoir l'esprit ouvert. C'est la même chose pour un nouveau. Le nouveau a l'esprit ouvert quand son besoin est grand, quand il est dans le bas fond. Il va avoir envie de ta solution à ce moment-là. Tu sais. OK? Alors, là, on parle à compter de là. Je sais que j'avais mis ça.
On parle de la première rencontre avec le prospect. Vas-y, Daniel, s'il te plaît, si possible. Dernier paragraphe, sans trop. Parfait. Si possible, faites en sorte d'être seul avec lui. Au début, vous pouvez parler de sujets généraux. Après un moment, amenez la conversation sur un aspect particulier de l'alcoolisme. Parlez-lui suffisamment de vos habitudes de buveur, des symptômes que vous aviez, de vos expériences, pour l'encourager à parler de lui. S'il veut se confier, laissez-le faire. Vous aurez ainsi une meilleure idée sur la méthode à adopter dans son cas. S'il se montre peu communicatif, donnez-lui un aperçu de ce qu'était votre vie d'alcoolique jusqu'au moment où vous avez cessé de boire. Mais pour l'instant, ne dites rien sur la façon dont cela s'est produit. S'il est d'humeur sérieuse, insistez sur les ennuis que l'alcool vous a causés, en prenant bien garde de ne pas le sermonner ni de discourir. S'il est d'humeur légère, racontez-lui des histoires drôles rattachées à vos escapades. Tâchez de l'amener lui aussi à raconter certaines de ses aventures. Mm-hmm. Donc ça, on voit que c'est quand même une conversation qui peut être, ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est difficile de faire ça dans un meeting. C'est pour ça qu'on est mieux de céduler une rencontre avec la personne pour lui parler de la solution au début. Aussi, j'avais une note que j'ai oubliée. On parle, là, je vous parlais des nouveaux qui arrivent, mais vous pouvez aussi aller approcher une personne d'Alcooliques Anonymes qui arrive puis que vous savez, vous sentez qu'elle n'a pas travaillé son mode de vie. L'approcher pour lui présenter la solution présentée dans le gros livre. Ce n'est pas nécessaire d'attendre qu'elle fasse une rechute, tu sais. Puis j'écoutais quelqu'un parler cette semaine, puis il parlait des phrases qu'on entend quelqu'un dire que ceux qui reviennent d'une rechute, particulièrement, eux autres sont les candidats idéaux. Je parlais tout à l'heure des nouveaux, mais les renouveaux sont des bons candidats. Il y a un renouveau qui arrive dans Alcooliques Anonymes et qui te dit cette fois-ci, c'est différent. J'ai eu ma leçon. S'il ne change rien, s'il ne travaille pas vraiment le mode de vie, ça ne sera pas différent. Il va y retourner. C'est comme s'il prenait pour acquis qu'il a eu sa leçon, là, il va être correct. Mais non. S'il n'a pas compris la nature grave de la maladie, s'il n'a pas compris l'insanité, et qu'il n'a pas adopté la solution vraiment, c'est-à-dire le mode de vie, il va retourner boire. Il y en a qui disent j'ai fait ma première étape et je vais être correct. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la première étape, tout ce qu'elle faisait, elle fait juste garantir que je vais retourner boire. Elle fait juste dire que je suis impuissant devant l'alcool et que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Ce n'est pas la solution, la première. La première, c'est juste la définition du problème. Alors, si la personne revient alcoolique anonyme et qu'elle fait juste sa première étape, vous pouvez être assuré qu'elle va retourner boire. Là, il y en a qui arrive et dit « Je suis vraiment décidé d'arrêter cette fois-ci. » C'est pas suffisant pour arrêter de boire. La décision d'arrêter, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter de boire par ta décision. Ta défense doit venir d'une puissance supérieure. Tu dois avoir compris la gravité de l'alcoolisme, puis tu dois avoir confié ton problème à Dieu, puis tu dois avoir fait les autres étapes pour garantir que tu ne retourneras pas. Il y en a qui vont te dire, je suis correct maintenant, l'obsession est partie. Ben oui, l'obsession est partie, mais l'insanité est toujours là. Elle peut te ramener à l'alcool n'importe quand. J'ai compris, je vais faire plus de meetings. C'est pas la solution non plus. Faire du meeting n'est pas la solution. La solution, c'est le mode de vie. Faire du meeting va t'aider tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir parler, ça va t'aider, mais ce n'est pas ça qui va te garder abstinent. C'est sûr et certain. Limitez-vous pas pour la 12e étape à ceux qui arrivent dans l'Alcooliques Anonymes. Ceux qui ont ce genre de conversation-là, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas fait leurs étapes. Puis, les approcher pour les aider à le faire, ça fait partie du travail de 12e étape. OK.
Donc là, on était là-bas, on a fait. OK, c'est beau, si tu veux continuer. Bien sûr. Une fois qu'il se sera rendu compte que l'alcool n'a pas de secret pour vous, commencez à vous décrire comme alcoolique. Dites-lui combien vous avez été déconcerté et comment vous avez finalement appris que vous étiez malade. Décrivez-lui les luttes que vous avez menées pour arrêter de boire. Montrez-lui quelles contorsions mentales nous conduisent à ce premier verre qui débouche sur une cuite. Nous vous suggérons de procéder comme nous l'indiquons dans le chapitre sur l'alcoolisme. S'il est alcoolique, il comprendra immédiatement. Il reconnaîtra ses illogismes dans les vôtres. C'est ça. Alors, quand il nous parle ici, quand ils disent que vous étiez malade, vous souffrez d'une maladie, vous vous souvenez d'une maladie physique, qui est l'allergie, et une maladie mentale, qui comprend l'insanité et l'obsession. Alors, quand tu parles ici des contorsions mentales qui nous conduisent au premier verre, on parle ici de l'insanité, de notre esprit qui a été faussé par la prise d'alcool. Puis aussi, quand tu parles des illogismes, encore là, c'est des mensonges qu'on se raconte. Ça fait partie de l'insanité. OK? OK, tu peux continuer? Si vous avez la certitude que c'est un véritable alcoolique, insistez sur la nature incurable de cette maladie. Démontrez-lui comment, en puisant dans votre propre expérience, l'étrange condition mentale qui précède le premier verre empêche la volonté de fonctionner normalement. À ce stade, évitez de faire allusion à ce livre, à moins qu'il ne l'ait déjà vu et qu'il désire en parler. Prenez garde de ne pas le qualifier d'alcoolique. Laissez-le tirer ses propres conclusions. S'il s'accroche à l'idée qu'il peut encore maîtriser sa consommation d'alcool, dites-lui que c'est possible s'il n'est pas trop alcoolique. Mais essayez de lui faire comprendre que s'il est gravement atteint, il a peu de chances de s'en sortir seul. Donc, là-dedans, il nous parle de si vous avez la certitude que c'est un véritable alcoolique. Alors, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut le faire, pour savoir ça, il faut le faire parler. Et un véritable alcoolique, il y a deux choses. Première, quand il commence à boire, il n'y a pas de contrôle ou peu de contrôle sur la quantité. Alors, quand il vous parle, essayez de voir s'il y a un contrôle sur la quantité qu'il boit. Il boit toujours 2 verres à chaque soir, pas sûr qu'il est un alcoolique. OK? Ensuite, l'autre condition, c'est est-ce qu'il est capable d'arrêter quand il veut? Comme il veut, puis aussi longtemps qu'il veut. Ou s'il est incapable de renoncer à l'alcool malgré un désir sincère. On s'est fait des promesses à soi-même, je ne recommencerai pas, je vais arrêter, puis je suis totalement sincère. Puis le lendemain matin, tu n'y penses pas, puis tu es reparti. Fait que ça, c'est l'incapacité d'arrêter malgré un désir sincère. Donc, essayez de voir s'il est comme ça. Savoir si c'est un véritable alcool. Puis ensuite, une fois qu'on est pas mal sûr qu'il est alcoolique, ils disent d'insister sur la nature incurable de la maladie. Autrement dit, on essaye de lui faire prendre conscience de la gravité de l'alcoolisme. OK? Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que nous autres, on a une solution. Les médecins n'iront pas dire ça à un alcoolique parce qu'eux autres, ils n'ont pas la solution. Mais nous autres, on peut leur dire. OK? Puis ici aussi, quand il parle de l'étrange condition mentale qui précède le premier verre, c'est l'insanité qui me ramène à l'alcool, même si je ne veux pas boire. Y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Des commentaires? Oui? Claire? Et ton micro? Tu disais que si une personne prend juste 2 verres à chaque soir, tu penses qu'il n'est pas alcoolique, c'est ça? Bien, si elle n'a pas... Remarque qu'il y en a qui boivent suébré puis qui compensent avec d'autres substances. J'ai un cas, une personne que je connais qui c'était ça. Elle n'en prenait pas des grandes quantités, mais elle compensait avec des médicaments ou bien non, avec
du pot ou des patentes de même. Tu sais. Ça fait que, il y a ça. Il faut voir. Oui, Parce que effectivement. Il peut y connais avoir quelqu'un, d'autres- moi, je connais quelqu'un qui prenait 3 bières à tous les soirs. Mais Ouais. il ne pouvait pas s'empêcher. Il prenait ses 3 bières. Mhm. OK. Puis, ils sont séparés à cause de ces 3 bières par soir. Ah ouais. Mhm. OK. La femme n'était plus capable de sentir la bière avant de se Mhm. coucher. Ouais. C'est bon. Il fallait Mais qu'il prenne ses 3 bières à tous les soirs que le bon Dieu y amenait. est-ce que c'est reconnu comme alcoolique? Non. Non. OK. Il est peut-être pas alcoolique, il est peut-être, c'est vraiment une compulsion, puis, mais il est dans les premiers stages, en tout cas. Peut-être que moi, mon fils est venu me voir un moment donné, puis il m'avait parlé, parce qu'il a vu moi et son père dans le Codex anonyme, fait qu'il il se doutait qu'il pourrait avoir un problème éventuellement. Puis il m'a demandé s'il croyait qu'il était alcoolique. Fait que j'ai dit, ben écoute, explique-moi comment tu bois. Fait qu'il m'a expliqué ça. Il prenait peut-être un verre ou deux à chaque jour. Il prenait un peu de pot à part de ça, mais il n'y avait pas la compulsion d'en prendre tout le temps jusqu'à temps qu'il tombe. Puis il pouvait arrêter pendant des périodes, puis ça ne le fatiguait pas trop. Fait que j'ai dit non, je pense que tu n'es pas alcoolique pour le moment. Tu peux, tu sais c'est quoi, c'est que si jamais tu vois que ça augmente, ben, tu sais quoi faire. Tu peux venir avec les canadiens. Parce que sa femme, elle a dit que lui, il était alcoolique. Mais lui, il ne se reconnaît pas comme alcoolique. Oui, puis peut-être qu'il l'est pas. Parce qu'il ne peut pas laisser ses bières. Il faut absolument qu'il les prenne à tous les soirs. Oui. Oui, c'est ça. C'est une obligation à quelque part, mais alcoolique, et si les conditions, c'est qu'une fois qu'il en prend une, il ne peut pas arrêter ou il y a peu de contrôle. À moins qu'il n'y a pas de contrôle, s'il est obligé d'en prendre toujours 3, il ne peut pas dire à soir, j'en prends juste une. C'est ça, c'est toujours. Ouais, peut-être. C'est juste la personne qui peut. C'est pour ça que c'est juste la personne qui peut le dire. Hein? C'est ça. C'est ça que j'ai dit à cette femme-là. C'est lui qui va décider si c'est alcoolique ou non. On ne peut pas décider pour lui. S'il n'y a pas, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas. À moins que sa femme le laisse, ça pourrait être une raison pour qu'il arrête, là, mais ce n'est pas suffisant. Mais là. Elle est partie, puis il n'a pas arrêté. OK. OK, merci. Bienvenue. Autre question? OK. Continue, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui. Je suis rendue à continuer de parler. Hein? Oui. OK. Continuer de parler de l'alcoolisme comme d'une maladie, une maladie fatale. Parler des conditions physiques et mentales qui l'accompagnent. Dirigez continuellement son attention sur votre expérience personnelle. Expliquez-lui que plusieurs seront condamnés sans jamais s'être rendu compte de la gravité de leur misérable état. On comprend que les médecins répugnent à exposer aux patients alcooliques le fond du problème, à moins qu'ils n'aient de bonnes raisons pour le faire. Mais vous pouvez parler de l'aspect irrémédiable de l'alcoolisme parce que vous proposez une solution. En peu de temps, votre ami aura reconnu qu'il présente plusieurs, sinon toutes les caractéristiques de l'alcoolique. Si son médecin est d'accord pour lui apprendre qu'il est alcoolique, tant mieux. Même si votre protégé n'a pas reconnu sa condition, il peut toutefois se montrer curieux de savoir comment vous vous êtes rétabli. Laissez-le vous poser la question s'il le désire. Dites-lui exactement ce qui vous est arrivé. Insistez en toute liberté sur l'aspect spirituel. Si votre candidat est athée ou agnostique, expliquez-lui clairement qu'il n'est pas obligé d'être d'accord avec votre conception de Dieu. Il peut concevoir Dieu comme il lui plaît, à la condition que cette conception ait une signification pour lui. L'important est qu'il veuille croire en une puissance supérieure à lui-même et qu'il vive selon des principes spirituels. OK. Donc, c'est un gros paragraphe. Hein? Au début, dans les 3 premières lignes, on parle encore ici de la maladie. Vous remarquerez que depuis le début de cette première rencontre-là, on parle seulement du problème. Parce que c'est de là qu'il faut partir.
Donc, parler comme d'une maladie, condition physique, on sait, c'est l'allergie, et la condition mentale, c'est l'insanité et l'obsession. Et ils disent plusieurs seront condamnés sans jamais s'être rendus compte de la gravité de leur misérable état. Là-dessus, je la note, plusieurs sont condamnés même d'alcooliques anonymes. Ils arrivent alcooliques anonymes, ils n'embarquent pas dans le mode de vie, ils ne sont pas sûrs d'avoir le désir d'arrêter de boire, puis ils rechutent, puis reviennent, rechutent, puis reviennent. On en voit de plus en plus des gens qui rechutent puis qui reviennent. Puis on ne sait jamais quand est-ce que ça va être la dernière fois qu'ils pourront pas revenir. Fait qu'il y en a qui sont condamnés, même d'alcooliques anonymes. Plus bas, on commence à parler de la solution, c'est un peu plus bas que la moitié, quand ils disent même si votre protégé n'a pas reconnu sa condition. En passant, le protégé, dans ce temps-là, il ne parlait pas de parrain filleul. On ne voit pas beaucoup ce mot-là dans les termes utilisés en 1938. C'est venu un peu plus tard. Ils ont transformé protégé ou prospect en parrain filleul. OK? Donc, à partir de là, il peut toutefois se montrer curieux de savoir comment vous vous êtes rétabli. Donc, à partir de là, on peut parler de la solution. Ils disent de le laisser poser la question, en espérant qu'il y arrive. S'il n'y arrive pas, vous y arriverez. Dites-lui ce qui vous est arrivé en rétablissement. Là, on a parlé du problème avant. On a parlé de notre problème, comment ça se manifestait, tout ça. Puis, à un moment donné, on arrive à la solution. Puis là, on parle de la solution. Comment je suis arrivé à me rétablir? Comment j'en suis venu à admettre que j'étais alcoolique? Comment j'en suis venu à croire que Dieu pouvait me rendre la raison? Comment j'ai arrivé à décider de confier ma vie, ma volonté? Quand est-ce que, après un certain temps, j'ai passé ma 4e, puis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, parler de son rétablissement, c'est parler comment j'ai fait les étapes. Okay? Donc, dites-lui ce qui vous est arrivé, c'est comment j'ai fait les étapes. Puis, on lui précise, c'est bien sûr qu'il n'est pas obligé d'être d'accord avec votre conception de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de présenter ta conception de Dieu ou quand tu partages dans le Alcooliques Anonymes. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin de parler, c'est que tu as un Dieu. Ta conception à toi. Puis que ce Dieu-là, il fait pour toi ce que tu n'étais pas capable de faire tout seul. C'est ça qui est important. Moi, quand je partage, je parle aussi que le Dieu, il n'est pas pour moi, il n'est pas dans le ciel, il est en dedans de moi. C'est marqué dans le gros livre. Les conceptions qui sont mentionnées, vous remarquez que les conceptions qui parlent de Dieu dans le gros livre, ils n'entrent pas dans le détail d'une conception de Dieu. Ils parlent en termes généraux d'un créateur, d'un être spirituel, de l'esprit de l'univers et tout ça. Ils mentionnent quelques termes qui sont généraux, qui peuvent s'appliquer à une puissance supérieure. Mais ils ne parlent pas bien de Jésus. Il y a Bill qui en parle à un moment donné de Jésus, mais qu'il considérait que c'était un prophète, etc. Donc, il ne parle pas de la conception spécifique. Ce n'est pas nécessaire. Puis, ça peut empêcher les gens de s'identifier si je leur parle trop de ma propre conception de Dieu. Je ne sais pas, quand tu parles avec ta filleule ou ton parrain ou ta marraine, tu peux en parler de ta conception de Dieu, c'est correct. Là. Mais quand tu parles à un nouveau ou quand tu partages dans Alcooliques Anonymes, ce n'est pas nécessaire. Donc, à la fin de ce paragraphe-là, ils disent l'important qu'il veuille croire à une puissance supérieure à lui-même et qu'il vive selon des principes spirituels. C'est la solution. S'il n'est pas prêt à faire ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à embarquer dans un mode de vie spirituel. Alors, remarque qu'une fois que la personne a vraiment compris la nature grave de la maladie, si elle n'est pas prête à embarquer dans une solution spirituelle, tu ne peux rien faire pour elle. Tu ne peux rien faire. J'ai eu une membre à un moment donné qui est venue me voir, elle voulait faire
Elle voulait travailler sur ses étapes, mais étant en crise existentielle de dépendance affective, son chum l'avait laissée, puis bon, elle ne croyait plus en Dieu. Puis quand on est arrivé à la deuxième étape, à boquer, non, 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 non. Ben, je dis, écoute, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Oui, ça se termine là. Je ne vais pas plus loin. Si la personne n'est pas prête à avoir une puissance supérieure, elle ne peut pas. Je ne sais pas comment font. Avant qu'une puissance supérieure, dans les débuts, ça peut être le mouvement. Tu peux l'expliquer à ton protégé ou ton prospect quand il arrive. Tu n'es pas obligé de prendre le Dieu qu'on enseignait dans la religion. Tu peux prendre le mouvement. Puis moi, ça a été ça, ma conception au début. Les début, là, le mouvement était plus fort que moi. Le mouvement, il y avait... Vous autres, vous aviez pu arrêter de boire. Collectivement, vous étiez plus fort. Je ne me fiais pas à une personne en particulier, mais le mouvement, les principes du mouvement, ça a été ma puissance supérieure dans les débuts, puis c'est suffisant pour faire ses premiers pas. OK? En autant qu'il y a ça. C'est comme un minimum, tu sais. Alors, les athées, c'est là qu'on peut les accrocher par le biais de cette puissance supérieure-là. Le mouvement peut être une puissance supérieure. Une question, je sais. Oui. Moi, je suis porté à dire, moi, je crois. Mais plus loin que ça, j'ai bien de la misère à dire. Je crois qu'il y a une force. Quelqu'un qui arrive qui dit je crois, il croit, là. Il me semble que c'est en masse. Oui, c'est croire en quelque chose de plus fort que lui. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit un autre être humain. Un être humain, ça ne marche pas. Dans le temps, quand je suis arrivée, moi, il parlait même, ça peut être un autobus. Il donnait un exemple de quelqu'un qui croyait que un autobus, c'était sa puissance supérieure. Ben là, je regrette, là, mais ce n'est pas une puissance supérieure. C'est peut-être plus fort que toi, mais elle ne sera pas là pour t'aider, l'autobus. Hein? Fait que, il faut être logique, puis il faut voir. Là, tu sais. Donc, oui, effectivement, s'il croit, mais qu'il n'est pas capable de le définir, c'est correct aussi. Il n'est pas obligé de le définir. C'est pas une force en l'esprit universel, en la nature, ça peut être la nature aussi. Là, il y en a que la puissance supérieure, c'est la nature. Dans la nature, tu peux avoir de la force, effectivement. C'est correct. Bon, merci. Bienvenue. Puis, il ne faut pas avoir peur, s'il n'est pas capable de croire à quelque chose de plus fort que lui, à une puissance supérieure, l'alcool a un effet persuasif pas mal bon. T'sais, éventuellement, ça peut le ramener. L'alcool peut le ramener à un bas fond. Un autre bas fond peut le ramener à Alcoolique Anonyme, puis avec plus le désir d'arrêter puis de trouver une solution. T'sais. L'ouverture d'esprit. Dans le fond, c'est de l'ouverture d'esprit des fois qui leur manque. OK, on peut continuer. Lorsque vous traitez avec une telle personne, vous avez intérêt à utiliser le langage de tous les jours pour décrire les principes spirituels. Il est inutile de soulever les préjugés qu'il pourrait avoir contre certaines conceptions ou terminologies théologiques qui sèment peut-être déjà la confusion dans son esprit. Évitez d'aborder ces sujets, quelles que soient vos propres convictions. Et... Donc, oui, c'est ça. On ne parle pas, quand il disait avant, on n'est pas un évangélisateur ni un réformateur, donc on n'utilise pas le langage des évangiles pour parler à un niveau d'une puissance supérieure. OK, on peut continuer. Il se peut que votre candidat appartienne à une religion et que son éducation et sa formation religieuse soient supérieures aux vôtres. Si c'est le cas, il ne verra pas ce que vous pourriez ajouter à ses connaissances. Cependant, il sera intrigué de savoir pourquoi ses propres convictions ne l'ont pas aidé alors que les vôtres semblent si efficaces. Il peut être un exemple que la foi seule est insuffisante. Pour que la foi soit vivante, elle doit s'accompagner du don de soi, d'une action constructive et désintéressée. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas là pour l'instruire sur la religion, tout en admettant qu'il en sait sans doute plus long que vous sur ce sujet. Attirez son attention sur les faits suivants.
Si profonde que soit sa foi et ses connaissances, il ne les a sûrement pas mises en pratique, sinon il ne boirait pas. Le récit de votre expérience pourrait l'aider à découvrir où il n'a pas mis en œuvre les préceptes qu'il connaît si bien. Nous ne représentons aucune croyance ni confession religieuse particulière. Nous ne faisons qu'exposer des principes généraux communs à la plupart des religions. Okay. Dans le milieu du paragraphe, il parle pour que la foi soit vivante, elle doit s'accompagner du don de soi, d'une action constructive et désintéressée. Ici, ils font référence à un proverbe, je pense que c'est un proverbe qui dit « La foi sans les œuvres est une foi morte ». Alors, ils la prennent à l'envers. Ils disent pour que la foi soit vivante, donc elle n'est pas morte, elle est vivante, il faut qu'il y ait une action constructive et désintéressée. Ce qui représente les œuvres. Quand ils disent la foi sans les œuvres, si la foi sans, autrement dit, la foi sans action est une foi morte. Et la foi est vivante quand elle est suivie d'une action constructive et désintéressée. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait de la 12e étape, pour que notre foi soit vivante. Ils disent aussi, si profonde que soit sa foi et ses connaissances, il ne les a sûrement pas mises en pratique, sinon il ne boirait pas. Donc, la foi qui n'est pas pratiquée, qui n'est pas essayée, moi, ça a été essayé avec Dieu, essayer de faire confiance, essayer de confier des choses, puis de constater que ça marchait, ça m'a donné la foi. Avant ça, c'était une croyance. Je croyais que peut-être ça pourrait marcher. Je l'ai essayé, ça a marché, c'est devenu de la foi. Alors, c'est ça, la foi. Il faut l'expérimenter. Il faut que j'expérimente le pouvoir de Dieu dans ma vie pour avoir la foi. Si je ne l'ai pas expérimenté, c'est pas une foi vivante. C'est une foi théorique. Puis ça ressemble plus à de la croyance. OK, on continue avec l'autre paragraphe. Exposez-lui le programme d'action en lui expliquant comment vous avez effectué votre autocritique, comment vous avez redressé les torts de votre passé et pourquoi maintenant vous cherchez à lui venir en aide. C'est important pour lui de bien comprendre que vos efforts pour lui communiquer le message sont un élément vital de votre propre établissement et que, en fait, il peut vous aider plus que vous ne l'aidez. Expliquez-lui clairement qu'il n'a aucune obligation envers vous et que vous espérez seulement qu'il tentera de venir en aide à d'autres alcooliques quand il se sera sorti de ses difficultés. Tâchez de lui faire voir à quel point il se doit de placer le bien-être des autres avant le sien. Donnez-lui l'assurance que vous n'exercez aucune pression sur lui et que vous ne le reverrez plus si tel est son désir. Ajoutez que vous ne serez pas offusqué s'il ne veut plus entendre parler de vous, car il vous a aidé plus que vous ne l'avez aidé vous-même. Si vous avez parlé avec calme et bon sens et que vous vous êtes montré humain et compréhensif, vous vous êtes probablement fait un ami. Il se peut que la question de l'alcoolisme l'ait dérangé, tant mieux. Plus il se sentira désespéré, mieux cela vaudra. Il y a ici davantage de chances qu'il suive vos suggestions. OK. Alors, au début du paragraphe, il dit « Expliquez-lui le programme d'action ». Le programme d'action ici, dans le langage du gros livre, quand il parle du programme d'action, il veut dire les étapes 4 à 9. En expliquant comment vous avez effectué votre autocritique, donc ça, c'est la 4e étape. Comment vous avez redressé les torts de votre passé, c'est le 9e. Et pourquoi maintenant vous cherchez à lui venir en aide, ça, c'est la 12e. Et à la fin, quand ils disent, à la fin du paragraphe, il se peut que la question de l'alcoolisme l'ait dérangé. Donc, la question de l'alcoolisme, ils veulent dire quand on lui explique la maladie puis la nature grave de cette maladie, physique et mentale, ça peut l'avoir dérangé. Tant mieux, tant mieux. Même d'en haut, tu devrais déranger le monde. Moi, quand je partage, je crois bien que j'en dérange comme ça. C'est parce que je parle de la nature de la maladie.
puis je parle du mode de vie. Puis il y en a qui n'aiment pas ça, entendre parler du mode de vie. Comment j'ai fait les étapes? Ben, je regrette, mais moi, si je ne parle pas du mode de vie, je ne transmets pas le message des alcooliques anonymes. Je transmets mon histoire, c'est tout. Mon histoire d'alco actif. Il y en a qui veulent l'entendre juste ça. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour essayer d'éveiller les gens. Les déranger, c'est les éveiller. Donc, plus il se sentira désespéré, mieux ça vaudra. Donc, ça revient à désespéré, ça donne égal esprit ouvert. Alors, tant mieux s'il est désespéré. Ils disent ensuite, l'autre phrase, votre candidat peut trouver des raisons pour lesquelles il pense n'avoir pas besoin de suivre le programme. S'il n'est pas alcoolique, il n'y a pas besoin. Mais s'il est alcoolique, il en a besoin. Suivre le programme au complet. Tu sais, il y en a qui disent, c'est ça, ils vont faire un... Puis d'ailleurs, je l'ai entendu plusieurs fois dire qu'il travaillait, il faisait seulement les étapes 1, 2, 3, puis la 11e. 1, 2, 3, 11. Ça ressemble à 1, 2, 3, la valse des 3 premières étapes, puis la 11e. Et si tu ne fais pas les autres étapes, tu n'as pas fait le programme, tu n'as pas fait les étapes. OK? Le programme, c'est constitué d'un programme d'action qui est 4 à 9. Aussi, dans ce paragraphe qu'on n'a pas lu et qu'on ne lira pas tout, là, vers la fin, ça dit l'avant-dernière phrase, là, lors de votre première visite, donc on est encore dans la première rencontre ici, entretenez-le du mouvement des alcooliques anonymes. Et il dit, s'il montre quelque intérêt, laissez-lui un exemplaire de ce livre, du gros livre. Donc, quand un nouveau arrive, là, bien souvent, on leur offre le livre Vivre sans alcool, ce genre de truc-là. Ben non, les réflexions quotidiennes, ben non, un autre livre. Alors qu'on devrait toujours leur offrir le gros livre des alcooliques anonymes, les encourager à acheter ou leur donner le livre le gros livre. Parce que c'est là que se trouve le mode de vie, c'est là qu'est la solution. C'est ce qu'on devrait encourager. On va aller à page 108, le deuxième paragraphe. Si votre solution. Si votre solution ne l'intéresse pas, s'il attend de vous seulement que vous le sortiez de ses difficultés financières comme un banquier, ou si tout ce qu'il cherche est une infirmière pour l'aider dans ses moments de cuite, il vaut mieux renoncer à l'aider jusqu'à ce qu'il ait changé d'idée. Ce changement d'attitude se produira lorsqu'il aura souffert davantage. C'est ça. On n'est pas un banquier. S'il y a des difficultés financières, aujourd'hui, il y a suffisamment de ressources dans notre société pour qu'ils puissent aller en chercher et qu'ils puissent se débrouiller. C'est rare. Moi, j'ai eu une filleule, ma première filleule, je pense qu'elle est venue rester quelques jours chez moi. Je ne me rappelle plus pourquoi, là, mais c'était correct, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux essayer d'aider la personne matériellement, mais passer de l'argent n'est pas toujours une bonne idée, comme j'ai eu l'expérience. Alors maintenant, j'essaie d'éviter ça. Je ne sais pas si tu prêtes de l'argent, si tu lui prêtes à 20 pièces, considère que tu lui as donné. Ça va être mieux. Comme ça, tu ne feras pas de ressentiment s'il ne te le rend pas. Hein? S'il ne revient pas ou quoi que ce soit. Donc, si tu donnes un peu d'argent, ce n'est pas grave, là, ça peut se faire, mais pas des gros montants. Si c'est juste ça qu'il veut, tu peux arrêter d'essayer de l'aider. OK, l'autre paragraphe. Si votre candidat démontre un intérêt sincère et qu'il veut vous voir, demandez-lui de lire ce livre avant votre prochaine visite. Ensuite, il décidera de lui-même s'il veut poursuivre sa démarche. Il ne doit jamais être paressé ni bousculé, ni par vous, ni par sa femme ou ses amis. S'il doit trouver Dieu, le désir doit lui venir du fond de lui-même. C'est ça. Le désir de trouver Dieu, le désir d'une solution spirituelle, ça doit venir de lui. On va continuer avec les 2 autres paragraphes, puis ça va terminer notre rencontre ce soir. Tu? Parfait. S'il croit qu'il y a une autre façon de s'en sortir ou s'il préfère une approche spirituelle différente, encouragez-le à écouter sa conscience. Nous ne détenons pas l'exclusivité des liens avec Dieu. Nous avons seulement une méthode qui nous a réussi.
Cependant, insistez sur le fait que les alcooliques ont beaucoup en commun et que de toute façon, vous aimeriez garder un lien amical avec lui, puis laissez les choses comme elles sont. Ne vous découragez pas si votre candidat ne répond pas immédiatement. Partez à la recherche d'un autre alcoolique et essayez encore. Vous trouverez certainement un malade assez désespéré pour accepter sans hésiter ce que vous avez à offrir. Insistez auprès de quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas travailler avec vous. C'est à notre avis une perte de temps. Laissez-le à lui-même. Laissez à lui-même, il pourrait en peu de temps découvrir qu'il ne peut se rétablir par ses propres moyens. Passer trop de temps sur un cas prive un autre alcoolique de l'occasion de vivre normalement et d'être heureux. Un de nos membres a échoué complètement dans ses 6 premières tentatives. Il aime répéter que s'il avait poursuivi son action auprès de ses alcooliques, il en aurait peut-être privé beaucoup d'autres, sauvés depuis de leur chance de se rétablir. Est-ce que quelqu'un a une idée, c'est qui ce premier membre-là qui a échoué dans ses 6 premières tentatives? C'est Bill. Bill W., le fondateur. Donc, c'est ça. On n'essaie pas de travailler avec quelqu'un qui ne veut pas travailler, autrement dit. Puis, aller chercher un autre alcoolique. Il y a des membres, moi j'ai été bien surpris aux États-Unis, il y a des membres qui cherchent activement à parrainer quelqu'un pour transmettre ce message. Vraiment, ça marche. Ils vont, une membre que j'aime beaucoup a fait ça, elle parlait cette semaine, j'étais à un meeting avec elle en Zoom, puis elle disait qu'elle allait à un meeting particulier parce que c'était un meeting où il y allait beaucoup de nouveaux. Parce que justement, elle pouvait offrir son aide à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine ou des commentaires? Moi, Jocelyne, là, à soir, l'idée que j'avais toujours famille alcoolique, là, c'est que j'aimerais mieux les envoyer à toi et nouveau. C'est drôle. Hein? Moi, il me semble qu'il y en a qui sont bons pour faire du café, il y en a qui sont bons pour accueillir de nouveau, puis il me semble qu'il y en a qui sont bons pour les parrainer. Moi, là, je te dis, j'ai 20 ans de mouvement, là, puis parrainer quelqu'un dans toutes ces étapes, je ne l'ai pas encore fait. C'est ça. J'essaye, mais ils ne rappliquent pas ou ils ne reviennent pas. Oui, mais on ne se décourage pas. On en trouve un autre. On en trouve un autre, puis on essaie. Je vais te dire, moi, avant, je marrainais, oui, mais je n'avais pas de méthode pour marrainer, c'est qui était plus difficile. Maintenant, j'ai la méthode du gros livre. J'ai le gros livre sur quoi m'appuyer. Avant, je ne savais pas, moi, qu'on faisait ça avec le gros livre. Tu sais. Alors, en ayant une méthode, c'est plus facile. Tu peux t'asseoir avec les autres et dire, écoute, si tu es prêt, si tu veux ce que j'ai, bien, on va le faire. Mais tu vas avoir de l'ouvrage à faire. Ça se trouve dans le gros livre, puis on va commencer à travailler avec ça. Si tu es prêt, si tu veux vraiment te rétablir, on va travailler avec ça. Alors, tu peux t'asseoir avec lui, puis lire des parties du gros livre, puis maintenant que tu as des explications sur la façon, sur ce que c'est, puis sur la façon que ça fonctionne, tu es capable de le transmettre. On se pratique. On n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait comme parrain ou comme marraine. Ça veut dire qu'on va s'essayer. Puis, t'en sais plus que le nouveau. C'est sûr. Tu es capable de parrainer. Une fois qu'on aura terminé cet atelier-là, la semaine prochaine, on va finir la 12e étape. Puis l'autre semaine après, que je vous disais, je voulais commencer un atelier sur travailler avec des feuilles de travail pour les premières étapes. En tout cas, je ne suis pas sûre jusqu'où on va aller, là. Mais ça, c'est une méthode qui est encore plus concrète pour travailler avec un nouveau. Tu vas voir, c'est vraiment... les explications, les questions sont pointées vers ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Fait que c'est vraiment une façon de transmettre ce mode de vie-là qui est efficace. C'est efficace aussi en lisant des mots livres. Je veux dire, Jocelyne, qu'est-ce que tu nous avais donné à un moment donné en intensif, là? Non. Avec toutes les questions? Non. Non, c'est autre chose. Non, il y a les questions, c'est... L'autre méthode, c'est
plus des feuilles de travail, que tu as des phrases à compléter, puis tu as quelques questions à répondre. C'est plus pointu un petit peu. Ouais. Ah, c'est bien. Merci. Merci, Jocelyne. Sylvie alcoolique. Salut. Hey, moi, Sylvie alcoolique, oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça. J'étais un peu comme Fabien. Il me semble que je ne l'ai pas l'affaire pour mon aîné, là. L'an passé, j'avais une fille là, avec qui je travaillais. Ben, je travaillais, en tout cas, j'étais sa marraine. Elle a fait un atelier sur la 4e. J'ai fait la 5e étape. Elle a fait sa 5e avec moi. Mm-hmm. Puis, j'avais donné les feuilles là, de travail là, qu'on avait sur la 6-7 puis tout ça. Là, puis on devait continuer ça ensemble. Puis, elle ne m'en parle pas, tu sais. Puis je me dis, c'est-tu moi qu'il faut qu'il la relance ou... Oui, tu peux la relancer. Tu peux la relancer pour voir, bon, ben, tu es rendu où avec ce travail-là? Est-ce que tu veux continuer? Tu sais, des fois, je sais, j'ai des filleuls, moi aussi, qu'après après la 4 et 5, il y en a qui sont comme prêts à arrêter là. Ben, moi, je vais leur demander s'ils veulent continuer, mais s'ils ne veulent pas, je ne pousserai pas, là. Tu sais, c'est pas ma job de les forcer à faire les étapes. Il y en a qui vont arrêter un peu plus tard, après la 8-9. Bon, ça, c'est pas si pire. Quand ils ont au moins des explications sur la 8-9, je trouve qu'ils sont pas mal avancés. Puis le 10, 11, 12, ils peuvent le travailler par elles-mêmes. Tu sais, ça va. Je trouve que c'est plus logique, là. Mais s'ils arrêtent après la 4-5, OK, ils arrêtent après la 4-5. Il va falloir qu'ils se débrouillent avec les autres étapes. OK. Merci. On ne peut pas forcer personne. D'autres questions, commentaires? OK. On va donc terminer par le Notre Père pour ceux qui le désirent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.